Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on se penche sur un concept, un peu universel, non? Prendre soin. C'est un mot immense. Immense, oui. Ça va du simple geste réconfortant à des choses beaucoup plus techniques. Tout à fait. Et justement, on a sur la table une série de documents qui viennent d'une société de services d'aide à domicile. Et ils essayent de mettre des mots très précis là-dessus. De lui donner un cadre, une identité. Exactement. Et le nom qu'ils ont choisi, déjà, il annonce la couleur. SADUBONTO. Ubuntu. C'est pas anodin comme choix. C'est une philosophie, ça vient d'Afrique australe, ça porte une vision du monde très forte. Le simple fait de le mettre en avant, c'est déjà une déclaration. Absolument. Du coup, notre mission aujourd'hui, c'est un peu de voir si c'est juste un bel emballage marketing ou s'il y a vraiment quelque chose derrière. Une vraie substance. On va décortiquer comment ils définissent leur mission, le profil quasi surhumain qu'ils recherchent et comment cette philosophie se connecte à des services très concrets. Ça va de l'aide à la toilette au pet sitting. Ah oui, quand même. Oui, la garde d'animaux. Et en fait, ce qui est passionnant, c'est que ces documents, ce ne sont pas de simples brochures. Non. C'est une fenêtre sur la manière dont on essaye de valoriser un métier. Un métier qui est essentiel, mais qui est souvent un peu invisible. Dans l'ombre, oui. Voilà, la question centrale, ça va être comment est-ce qu'on utilise le langage, une philosophie, pour définir l'identité d'un service et même d'une profession. C'est un excellent angle. Alors, allons-y. Commençons par le commencement. Ubuntu. Le cœur du réacteur. Le document principal le résume en une phrase. Je suis parce que nous sommes. C'est beau, c'est puissant. Très puissant. Mais bon, entre nous, c'est aussi le genre de phrase qu'on pourrait voir sur un poster dans une salle de pause, quoi. Comment on évite que ça reste un simple slogan? C'est la question à 1 million. Et leur réponse, je la trouve intéressante. Ils ne commencent pas par les compétences techniques. Pas du tout. Ah non? Ils commencent par ce qu'ils appellent les qualités du cœur. Ils essayent en fait de rendre ce slogan opérationnel, de le traduire en traits de caractère. Oui, et la liste elle est intense. On a d'abord l'humanisme, Reconnaître la valeur de chaque personne, la base. la base, ensuite la patience. Ils insistent là-dessus pour s'adapter au rythme des personnes qui sont fragilisées, Ce qui est fondamental dans ce métier. Et puis, ils osent des mots très forts. comme Aimer son prochain. Ce n'est pas rien d'écrire ça dans un document de recrutement. Ça ancre le travail dans une dimension quasi affective. Il parle de liens de confiance sincères, et ça va même plus loin. Ils parlent d'aimer son travail avec le cœur. ce qui sous-entend une vocation ou un engagement qui dépasse le simple contrat de travail. C'est ça. Et après, on a l'empathie, comprendre sans juger, et la sensibilité. Et ça, j'ai trouvé ça bien. Ils la présentent comme une force. Un radar, en quelque sorte. Un radar pour capter les besoins qui ne sont pas dits, qui ne sont pas exprimés. Tout à fait. Et il y a une phrase qui résume tout ça et qui m'a vraiment marqué. Ils écrivent noir sur blanc, dans le soin, le cœur est la première compétence. Et voilà, le mot est lâché, compétence. Pas une qualité, pas un bonus, non, la compétence numéro 1. Et ça change tout. Parce que si le cœur est la compétence socle, ça veut dire que tout le processus, le recrutement, la formation, le management, tout doit être construit autour de cette idée, avant même de parler de diplôme. D'accord? La philosophie Ubuntu, là, elle n'est plus un simple décor. Elle devient le critère de sélection numéro 1. C'est une manière très, très forte de dire notre service est différent parce que les gens qui le font sont recrutés sur d'autres bases. Donc on a un portrait robot très axé sur le savoir-être, sur des qualités humaines profondes. On imagine quelqu'un de doux, de patient, de bienveillant, Oui, mais attention, de bienveillant. attention aux clichés. Parce que juste après avoir dressé ce portrait presque angélique, le document, il bascule, et c'est là que c'est très habile. Cette insistance presque spirituelle, elle est immédiatement contrebalancée par une liste d'exigences professionnelles d'une rigueur absolue. D'accord? Le cœur, c'est la première compétence, mais c'est très très loin d'être la seule. C'est le moins qu'on puisse dire. Le mot qui arrive juste après toute cette liste, c'est professionnalisme, Et là, on change de ton. radicalement. On parle de respect strict des protocoles, de rigueur, de capacité à évaluer les besoins. On n'est plus dans l'intuition là. Non, on est dans l'analyse, presque clinique, Exactement. Et après, ils enchaînent discrétion et confidentialité. ce qui est une compétence éthique de base quand on rentre dans l'intimité des gens, évidemment. Puis disponibilité et adaptabilité, parce que le quotidien de ce métier, c'est l'imprévu. Toujours. Et la dernière compétence de la liste est très parlante, la capacité à agir en situation d'urgence, Ah oui, en précisant qu'il faut être formé aux gestes de premier secours.
D'un coup, la personne douce et sensible, Doit aussi être capable de réagir froidement et efficacement à une crise. on est donc face à un profil un peu schizophrène, non? C'est ça. Il faut être capable de tenir la main d'une personne avec une immense empathie et, la minute d'après, de pratiquer un geste de premier secours. Le spectre de compétences est gigantesque. Et là, on touche à la tension centrale de ce secteur. C'est-à-dire, Traditionnellement, on oppose le quai, le soin, vu comme une vocation, presque du bénévolat, et la professionnalisation technique qui peut paraître froide. d'accord. Ce que Sade Ubuntu essaye de faire ici, c'est de fusionner les deux, de créer ce que j'appellerais un professionnel empathique. Un professionnel empathique, j'aime bien l'expression. C'est un pari audacieux. Ils refusent de choisir entre l'humain et la procédure. Ils exigent les deux, au plus haut niveau. Et c'est souvent là que ça coince dans ce métier, non? C'est souvent là où le bas de blesse, Oui. concilier la chaleur du lien et la rigueur du protocole. Eux, ils en font leur projet. Cette exigence de polyvalence est immense. Du coup, on se demande pourquoi faire concrètement. Voilà. C'est quoi le terrain? Et quand on regarde la liste de leurs services, on comprend mieux pourquoi ils cherchent des couteaux suisses humains. La liste est vertigineuse, en effet. On y retrouve bien sûr le cœur de métier, aide au lever, au coucher, aide à la toilette, au repas, Les fondamentaux, ce qui assure la sécurité et le bien-être physique. Voilà. Mais très vite, on sort de la chambre et du soin pur. Ils ont tout un pôle qu'on pourrait appeler soutien à la vie sociale. d'accord. Accompagner au rendez-vous, chez le médecin, mais aussi pour les loisirs, faire les courses et surtout une aide pour remplir les dossiers administratifs. Ah ça, c'est un point crucial. Et il cite des sigles qui donnent des sueurs froides à beaucoup de monde, l'APA ou la MDPH. Et c'est important de préciser, l'APA, c'est l'allocation personnalisée d'autonomie. L'aide financière pour les personnes âgées. Exactement, une aide cruciale. Et la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, le guichet unique pour tout ce qui est lié au handicap. C'est un labyrinthe, ces dossiers. C'est un labyrinthe absolu. Et en proposant de l'aide pour ça, ils ne font pas que du soin. Ils s'attaquent à ce que j'appellerais la charge mentale de la dépendance. Et à la charge matérielle aussi, on passe au troisième bloc, l'entretien du cadre de vie. Le domicile. Ménage, repassage, ça c'est classique. Mais j'ai tiqué sur petits travaux et bricolage. Ah oui, L'exemple, c'est changer une ampoule, monter un petit meuble. c'est pas anodin du tout. Ça peut paraître un détail, mais c'est exactement le genre de petites choses qui, pour une personne âgée, Peut marquer le début de la perte d'autonomie, la peur de rester chez soi. c'est ça. C'est une vision très holistique du maintien à domicile. Ils ne se contentent pas de maintenir la personne en vie, ils veulent maintenir son lieu de vie fonctionnel. Le bien-être, c'est aussi avoir de la lumière dans son salon. Et alors là, on arrive à la partie qui m'a fait le plus sourire, les services un peu bonus. Alors, Ils proposent de la garde d'enfants de plus de 3 ans d'accord déjà? et le clou du spectacle, le pet sitting. Le pet sitting. Visites, promenades, soins pour les animaux de compagnie. On passe de l'aide à la toilette à la promenade du caniche. Ça fait un peu fourre-tout, non? On pourrait le croire, on pourrait. Mais en réalité, c'est la conclusion logique de leur stratégie. Ah oui? Leur slogan, c'est « un seul numéro, une seule adresse, une seule mission ». D'accord. Ils veulent être le point de contact unique pour absolument tout. Ils ne veulent pas être un prestataire parmi d'autres, ils veulent être la solution. Et dans cette optique, Voilà, le pet sitting a du sens. il est parfaitement cohérent. Si on revient à la philosophie Ubuntu, Je suis parce que nous sommes. exactement, le bien-être d'une personne est lié à son écosystème. Pour beaucoup de personnes isolées, l'animal de compagnie, ce n'est pas un luxe. C'est le dernier lien affectif. C'est un compagnon. Une source de réconfort immense. Donc s'occuper de l'animal, c'est directement prendre soin de l'équilibre psychologique de la personne. C'est reconnaître que le nous de la philosophie Ubuntu, Oui. Inclut aussi les animaux qui partagent le quotidien. c'est ça. C'est très bien vu, stratégiquement. Vu comme ça, effectivement, tout se tient. C'est une offre de service totale qui s'inscrit aussi dans un cadre économique et social très clair. Oui, Côté économique, ils mettent bien en avant leur agrément par l'État. l'élément de réassurance. Ce qui veut dire concrètement un crédit d'impôt de 50% pour les clients. Et ça, c'est un argument de vente très très pragmatique. On ancre la belle philosophie dans une réalité financière accessible. C'est l'alliance du cœur et du portefeuille. Ça dit, nous avons une âme, une philosophie, mais nous sommes aussi une entreprise sérieuse, reconnue, qui vous fera économiser de l'argent. Et puis il y a la dimension sociale. Les documents parlent d'une collaboration avec une association Sel et Lumière Humanitaire Culturelle. SLHC. Oui, une association qui, nous dit-on, aide les plus démunis, orphelins, sans-abri, veuves. Et ce partenariat est tout sauf anecdotique. Ce n'est pas juste un logo sur un site web pour faire joli.
Non. En s'affichant aux côtés d'une structure humanitaire, Sad Ubuntu boucle la boucle de son récit. Ça donne du corps à leur discours. Énormément. Ils ne se contentent pas de prôner les valeurs d'humanisme, ils montrent qu'ils s'inscrivent activement dans un écosystème de solidarité qui les dépasse. Ça assoit leur crédibilité, en fait. Absolument. L'entreprise ne se présente plus seulement comme un prestataire pour des clients qui peuvent payer, mais comme un acteur social engagé. C'est la mise en pratique de la philosophie Ubuntu à une échelle plus large. Notre mission de soins s'étend à toute la communauté. C'est exactement ça. Et en termes d'image, c'est très très puissant. Bon. Si on prend un peu de recul, alors, que retenir de cette exploration ? Qu'est-ce qui en ressort ? On a affaire à une entreprise qui a fait un choix radical, construire toute son identité, de sa méthode de recrutement à son catalogue de services, au pour d'une philosophie. Une philosophie africaine, l'Ubuntu. Qui leur sert de fil rouge pour tout définir. Le profil de l'employé idéal, ce fameux professionnel empathique, et une offre de service qui veut couvrir tous les angles morts du quotidien. C'est ça. En fait, ils ne vendent pas juste des heures de ménage ou d'aide. Non. Ils vendent une tranquillité d'esprit, une prise en charge globale et en même temps l'adhésion à un système de valeurs. Le message, c'est « Ne vous souciez plus de rien, on est là pour tout et on le fait avec cœur ». C'est le care, le soin, qui devient un modèle d'entreprise à 360 degrés. Absolument. Et ce que l'analyse de ces documents nous montre, c'est comment des qualités très humaines, l'empathie, la patience, la bienveillance, Oui. sont sorties du champ de l'intime pour devenir des arguments marketing, des indicateurs de performance, des piliers stratégiques. Ce n'est plus le supplément d'âme. C'est le produit lui-même, c'est la formalisation du soin en tant que service professionnel, structuré et commercialisé. Et ça m'amène à une dernière question, une question qui dépasse un peu le cas de cette entreprise. Je vous écoute. On a vu à quel point ils insistent sur les qualités intrinsèques de la personne qui intervient, son cœur, sa sensibilité, sa patience. Oui, des qualités très personnelles. Des qualités personnelles très profondes qui deviennent des compétences professionnelles exigées, sur lesquelles repose toute la promesse de l'entreprise. D'accord. Et ça nous amène à une question plus large. Lorsque l'empathie devient une ligne sur une fiche de poste, comment est-ce qu'on mesure en tant que société la valeur de ce travail émotionnel au-delà du simple pointage des tâches matérielles ? Et surtout, comment on s'assure que celles et ceux qui donnent autant d'eux-mêmes, qui travaillent littéralement avec leur cœur, sont eux-mêmes soutenus pour ne pas finir complètement vidés ? C'est la question fondamentale. La professionnalisation du cœur, c'est un projet ambitieux, mais il a un coût humain. Et s'assurer que les soignants sont eux-mêmes soignés, c'est probablement le plus grand défi de ce secteur pour les années à venir. Une question essentielle en effet.